j'avais prévu de vous parler d'un certain nombre de cas de figure en biologie ou ce qu'on appelle des invariants, c'est-à-dire des mises en sas temporaires de stabilité du monde réel finalement dans nos têtes. Des cas de figure où les invariants bloquaient en quelque sorte la pensée en biologie, puisque l'invariant ne se maintient que s'il suppose que ce qu'il contient ne change pas. Le programme génétique, c'est un invariant bloquant. On peut prouver que la notion d'information importée en biologie est un invariant qui bloque. L'information n'est information que tant qu'elle reste identique indépendamment de son support. Or, en biologie, rien ne permet de garantir la stabilité du support. L'espèce a été un invariant aussi chez Ernst Mayr ou chez Linné, par exemple. On va laisser ça de côté pour l'instant et on va s'intéresser à la géométrie des catégories avec lesquelles on regarde le vivant, puisque Muriel m'a demandé plutôt de basculer vers quelque chose qui nous parlerait d'une bonne catégorisation du monde réel. Alors, qu'est-ce que ça serait des catégories entre guillemets bonnes? Enfin, qu'est-ce que ça serait une bonne pratique de la catégorisation si votre objectif est d'expliquer rationnellement et collectivement le monde réel. Je le précise parce que si vous êtes en poésie, si vous êtes en littérature, si vous racontez une belle histoire, si vous êtes dans un monde onirique, n'importe quelle géométrie des catégories peut vous être utile, bien sûr. Le problème n'est pas de normer, le problème est de fabriquer des catégories qui sont compatibles avec les objectifs que l'on s'est fixés. Et en science, on a un objectif collectif qui est d'expliquer rationnellement, pas n'importe quel monde, le monde réel là qui est dehors, celui sur lequel, lorsque j'appuie dessus, ça réagit, quoi. Et donc, cette mise en catégorie du monde, elle se veut descriptive, elle se veut explicative. Il faut que vous puissiez circonscrire les objets que vous vous proposez d'expliquer. Si vous n'avez pas fait le tour, enfin faire le tour est un mot un peu trop fort, disons que si vous n'avez pas un peu circonscrit les objets que vous cherchez à expliquer, vous allez avoir du mal à les expliquer. Donc notre mise en catégorie du monde réel, elle nécessite de spécifier les entités qu'on regarde pour elles-mêmes, de manière à les circonscrire, et de ne pas faire semblant d'en parler, de parler pour ce qu'elles sont. Alors vous allez voir tout de suite de quoi il retourne. Et puis ces catégories, elles sont faites pour offrir une stabilité langagière temporaire. Et surtout, vous l'avez compris, elles ne doivent pas bloquer. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous faites une catégorie sur un certain nombre d'entités du monde réel que vous supposez que ce qu'elles contiennent ne doit pas changer. Si je vous dis l'espèce Homo sapiens, l'espèce Felis catus, c'est une catégorie, mais cette catégorie, elle est faite en sachant très bien ce que je dois en penser. Comme le disait Darwin, c'est une convention de langage. Le fait que vous utilisiez cette catégorie ne présuppose pas que ce que contient la catégorie doive rester immuable. Les chats et les chiens continuent de changer, Homo sapiens continue de changer. Donc la catégorie, elle ne doit pas, en principe, bloquer la détection intellectuelle que vous avez du changement. Alors, commençons par la géométrie des catégories. Et ça, c'est assez fondamental. Je vais vous donner un texte paru dans le Figaro cet été qui vous montre à quel point c'est fondamental. D'abord, quelle sorte de mise en ordre vous souhaitez faire sur le vivant ? Il y a deux verbes du langage courant que vous pouvez mobiliser, le verbe séparer et le verbe regrouper. Et ça, c'est capital. C'est capital parce que quand vous séparez un échantillon et que vous ne nommez pas ce qui est à droite et que vous ne nommez pas ce qui est à gauche, eh bien, vous n'avez pas fait de catégorie, enfin, vous n'avez pas fait d'ensemble en quelque sorte. Et tant que vous ne nommez pas, vous n'avez pas fait d'ensemble, tout va bien. L'opération de tri, en quelque sorte, elle est divisive. Vous divisez un échantillon, mais vous ne nommez pas. Et ça, ce sont des opérations que vous faites quand vous prenez des décisions. Si vous avez déjà joué à un jeu de piste en colonie de vacances, eh bien on vous amène devant une question. La réponse est oui, vous allez à droite. La réponse est non, vous allez à gauche. On utilise des arborescences décisionnelles dans beaucoup de logiciels. L'opération de tri est une opération élémentaire de séparation qui est très courante.
Néanmoins, vous remarquerez qu'ici, vous n'avez pas fait d'ensemble. Vous ne faites pas d'ensemble tant que vous ne nommez pas ce qui est à droite et ce qui est à gauche. Ça, c'est super important à comprendre. Parce que si vous commencez à nommer, c'est foutu, vous avez fait un ensemble. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire un ensemble sur une privation, sur une opération de séparation. Pourquoi ? Parce qu'un ensemble, qu'est-ce que c'est ? C'est un regroupement d'objets pour lequel vous pouvez justifier au moins une propriété commune. Alors, un ensemble, c'est au milieu, là. Là, vous avez fait un ensemble. Votre geste est fort, vous avez dessiné une limite, en quelque sorte, ou un regroupement avec des objets dedans. Et ces objets, pour être ensemble, il faut au moins pouvoir justifier une propriété commune. La liste de ce qu'un ensemble n'a pas est infinie. Vous ne pouvez pas justifier un ensemble sur une privation, parce que la liste de ce que n'importe quelle collection d'objets n'a pas est infinie. Je peux mettre une fourchette, un couteau, une cuillère, un camion, un arbre dans un ensemble, et je peux toujours dire qu'ils n'ont pas de plumes. Vous pouvez faire n'importe quel ensemble, si vous vous autorisez, alors que vous tentez d'expliquer rationnellement le monde réel. Je ne suis pas en poésie, je suis en science, on essaye de circonscrire les objets que l'on tente d'expliquer. Si vous vous permettez de faire un ensemble sur une absence d'attribut, eh bien vous pouvez faire à peu près n'importe quel ensemble absurde. En quelque sorte, dès lors que vous faites le geste fort de créer un ensemble, il faudra forcément que cet ensemble soit justifié par une propriété positive de ses membres, et ne pas confondre les opérations de regroupement et les opérations de séparation. Alors ça a l'air trivial, mais dans la vie courante, il y a un tas d'ensembles qui sont négativement définis. Bonjour les provinciaux. Vous avez compris ? Si je parle de provinciaux, c'est que la province est un ensemble défini par une privation. La province se définit par rapport à son exclusion de Paris. Bonjour les banlieusards, il y a des banlieusards dans la salle ? Oui, moi aussi, ouais. Et bien voilà, les banlieusards se définissent par rapport à leur privation de Paris. Confondre les opérations de séparation et les opérations de regroupement consiste à faire des groupes amputés. Des groupes amputés qui font semblant de parler de ce qu'ils contiennent, parce que je vous rappelle que si vous vous traitez de quelqu'un de provincial, vous ne le spécifiez pas pour lui-même, vous le spécifiez par rapport à son exclusion de Paris. Donc vous ne parlez pas de lui, vous parlez de Paris en fait. Dans l'histoire de la systématique, on a été plombé par ça. Vous avez entendu parler d'invertébrés. Ah ouais, au moins une fois dans votre vie, on vous a parlé d'invertébrés. Un vertébré, c'est un ensemble d'animaux qui n'ont pas de vertèbres. Qui a les vertèbres ? C'est l'homme, c'est pas l'escargot ou le ver de terre. Donc quand vous dites qu'un escargot ou un ver de terre est un invertébré, vous ne dites rien sur l'escargot et sur le ver de terre. Vous ne dites rien sur lui, vous parlez de ce qu'il n'a pas et que l'homme a. C'est l'homme le point de référence. Dit autrement, le point de référence n'est pas dans l'ensemble, le point de référence est hors de l'ensemble. Donc vous faites un ensemble excentré. Ou alors si l'homme est au centre de l'univers, comme ça l'était à l'époque de Linné, vous faites un ensemble excentré pour lui-même, mais égocentré sur l'homme. Si nous sommes au centre de l'univers, au début du XVIIIe siècle, il est normal de mettre dans un groupe des animaux qui n'ont pas quelque chose que l'homme a, puisque l'homme est au centre de la cosmogonie de l'époque. Donc vous voyez que notre mise en ensemble demande une attention particulière sur la place de la référence et surtout sur la propreté en quelque sorte de l'opération, la propreté mathématique qui consiste à dire avant tout, si vous voulez vraiment circonscrire les objets que vous décrivez, définissez votre ensemble en vertu d'une propriété positivement partagée par ses membres et pas une absence de propriété. Donc la première des opérations va consister à ne pas confondre les opérations de séparation et les opérations de regroupement. Dans les opérations de tri, on sépare. Dans les opérations de classification, on regroupe. Alors ça, c'est un système, en fait. C'est pour ça que, d'ailleurs, la science des classifications s'appelle la systématique. C'est la science des systèmes classificatoires. Un système, c'est des boîtes dans des boîtes dans des boîtes. Et puis, le rangement, c'est plutôt trivial. L'armoire est déjà disponible. Vous avez vos boîtes dans vos boîtes. Et il suffit d'aller assigner l'objet dans la bonne boîte en vertu des propriétés qu'il possède. Ça, c'est pas très difficile à comprendre. Quand on a rangé ses chaussettes, ses maillots et ses culottes dans une armoire de sa chambre, on a compris ce que c'est que le rangement. C'est pas trop difficile. Alors, ces opérations cognitives, elles sont élémentaires. Mais, pour parler du monde,
une bonne partie de la philosophie francophone utilise des procédures mentales divisives et pas des procédures agglomératives de regroupement. Et ça nous plombe tous les débats, notamment sur les relations que l'homme entretient avec la nature. Quand vous écoutez les discours de beaucoup disons-le, une bonne partie de la philosophie francophone s'arc-boute sur la spécificité de l'homme, dans une logique où, l'homme est conçu dans son rapport à la nature selon un seul axe, il y a un avant, il y a un après, il n'y a pas plusieurs axes, il y a un seul axe, et 2, le long de cet axe, il y a une coupure qui est qualifiée d'irrévocable, une césure irrémédiable, où d'un côté l'homme se surdéfinit lui-même, on est obsédé par la spécificité de l'homme, et 2, l'animal, lui, est un espèce de marchepied, un contrepoint qu'on ne prend jamais la peine de définir. Ce qui fait que quand vous reconnaissez, par exemple, des cultures chez les chimpanzés, des cultures techniques, quand vous dites que les chimpanzés font la guerre, se réconcilient, négocient, font l'amour face à face, etc., toutes ces propriétés qui étaient jadis considérées comme le propre de l'homme, il faut se dépêcher de les redéfinir. Qu'est-ce qui se passe si vous pensez l'homme dans une procédure de regroupement ? Dans une procédure de regroupement, rien de ce qui fait la spécificité humaine ne vous empêche d'être vertébré et ne vous empêche d'être animal. Si vous définissez vos ensembles sur des propriétés positives, positivement partagées par leurs membres, le collagène qui fait de vous des animaux ne vous empêche nullement d'avoir des vertèbres qui fait de vous des vertébrés, qui ne vous empêche nullement d'avoir le gros orteil redressé dans l'axe du pied qui fait de vous un homme, ou le langage articulé qui fait de vous un homme. Le cumul des propriétés emboîtées permet de considérer de manière pacifiée, espère-t-on en tout cas, les partages avec le reste du vivant. Si vous rangez le vivant en termes de partage, vous n'avez pas de problème avec l'animalité humaine, alors que si vous gérez la position de l'homme dans le vivant avec des césures, avec des coupures, eh bien tout devient problématique. Donc c'est vous dire à quel point la différence de procédure, lorsqu'on essaie de conceptualiser le monde, m'apparaît, en tout cas à moi et à mes collègues systématiciens, important. J'en veux pour preuve ce texte de Luc Ferry, dans le Figaro du 7 août de cette année, enfin le 7 août 2014, où Luc Ferry commente les commentaires que l'on fait à propos du nouvel opus de La planète des singes. Tiens, on ira faire peut-être une séance de cinéma au Grand Action sur La planète des singes, si tu veux. Voilà Luc Ferry qui fait un commentaire à l'occasion de la sortie du film La planète des singes, celui qui est sorti l'été dernier. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon, peut-être pas, mais... Depuis des décennies maintenant, l'argument est devenu rituel. On trouverait chez nos cousins des embryons de tous les comportements les plus typiques des humains. Des règles sociales, morales, esthétiques, linguistiques, voire des rituels funéraires, si proches des nôtres qu'il faudrait rabaisser notre caquet, admettre enfin que nous sommes des animaux comme les autres, simplement un peu plus prétentieux et dévastateurs que de la planète. Pour posséder une part de vérité, ce discours n'en est pas moins, en dernière instance, tout à fait fallacieux. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire des animaux comme les autres. Soit vous parlez de ce qu'on a en termes physiques, soit vous parlez de ce qu'on fait, mais ce qu'on a ne recoupe pas ce qu'on fait, c'est compliqué comme affaire. Excusez-moi, mais vous savez qu'une mouche vole et qu'un pigeon vole, mais ce avec quoi il vole, vous ne pouvez même pas le comparer tellement c'est différent. Ou alors il faut descendre à l'échelle cellulaire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que entre ce que les êtres vivants font et ce qu'ils ont, il n'y a pas un recoupement direct. C'est toute l'histoire de la biologie, se prend les pieds dans le tapis là-dedans. Le discours n'en est pas moins en dernière instance fallacieux, car sur le plan éthique et scientifique, la différence reste et restera à jamais radicale. C'est-à-dire que, au lieu de considérer une série de partages emboîtés qui peut expliquer pourquoi nous sommes certes différents sous certains aspects des chimpanzés, mais nous sommes à une boîte plus grande avec des traits communs partagés avec les chimpanzés, Luc Ferry ne conçoit dans son bagage intellectuel que le logiciel coupure et pas le logiciel partage. Parce que les partages, s'ils sont emboîtés, vous montrent ce que vous avez de commun avec vos voisins, mais ils vous montrent aussi ce que vous avez de différent. Les éponges ici sont caractérisées par des propriétés que les humains n'ont pas. Néanmoins, les éponges et les humains, à un autre niveau, partagent d'autres propriétés. Bref, vous comprenez que c'est beaucoup plus riche.
Alors, le problème, là, c'est que dans cet article, suit une liste de différences. C'est-à-dire que le reste de l'article n'est plus qu'une énonciation d'une somme de différences qui nous différencie des singes. Alors, ces différences sont surtout puisées dans le champ moral et dans le champ linguistique. Alors, la plupart des discours sur le rapport de l'homme et du singe, ou la plupart des discours sur les rapports homme-animal, sont traités en termes de différence. C'est un héritage, encore une fois, des monothéismes. Pourquoi ? Parce que, je suis désolé, c'est notre bagage culturel majeur. Les monothéismes ne définissent jamais l'animal, en font une valeur négative et extraient l'homme positivement d'un animal qui n'est jamais défini. Donc on raisonne en termes de coupure et pas en termes de partage. Si vous dites à une classe de collège aujourd'hui, brutalement, l'homme est un singe, ah bah ça vous fait rire, il a rigolé. Hein ? Si vous dites l'homme est un singe, vous avez les 3/4 de la classe qui récusent l'assertion. Parce que le singe est l'animal dégradant par définition et que le traitement de l'information est en termes de coupure et pas en termes de partage. Alors, il faut évidemment s'entendre sur ce qu'est un singe par convention de langage. Si vous cherchez qu'est-ce qui est positivement partagé par tous les singes dans une procédure agglomérative, eh bien, je vous donne juste un caractère. Est singe par exemple, enfin c'est pas par exemple, c'est que ça fait partie des conventions. Est singe ce qui possède les deux frontaux fusionnés. Vous regardez un crâne de chien, il y a une suture au milieu ici, il y a un frontal droit, un frontal gauche. Chez les singes, les simiformes, donc, vous avez disparition de la suture et il y a un seul frontal à l'avant ici. Ça, c'est une des conventions taxonomiques qui définit les singes. Le crâne humain, si vous le regardez bien, il n'y a pas de suture, hein, il y a un seul frontal ici. Donc la convention s'applique à l'homme, bien sûr. Donc c'est pas que l'homme descend du singe, l'homme descend finalement d'un ancêtre simiesque, mais l'homme est un singe, sur le plan taxonomique. Alors là, on est loin du discours de Luc Ferry. Hein. Si je vous dis que nous sommes des singes, Luc Ferry fait une apoplexie. Alors, y a-t-il sur Terre un seul grand singe pour se soucier du sort des enfants frappés par le virus Ebola en Afrique ou torturés en Syrie ? Évidemment non, et rien ne laisse penser que cette situation dissymétrique puisse un jour changer. Donc vous voyez qu'on insiste, on est arc-bouté sur les différences, et pas sur les ressemblances. Donc la catégorisation du monde réel. Si vous êtes en sciences, je répète, je ne suis pas en train de normer toute forme de catégorisation. Si l'objectif est un objectif scientifique, on va essayer de faire un effort sur le regroupement et pas sur la césure, si le but est de faire des ensembles, bien sûr. Alors, géométriquement, si vous voulez, des ensembles dans des ensembles, ça se présente comme ça. Vous pouvez aussi mathématiquement le représenter par les lignes rouges, ce qu'on appelle un graphe connexe non cyclique orienté. Un graphe connexe, deux lignes sont connectées entre elles, non cycliques parce que pour passer d'une extrémité à l'autre, vous n'avez qu'un seul chemin, orienté parce qu'il y a un début ici, c'est-à-dire qu'il y a le degré le plus général et le degré le plus particulier. Soit vous pouvez spécifier la mise en ensemble, non pas par césure, mais par agglomération de regroupement, on est bien d'accord, il n'y a pas de coupure là. Soit vous le représentez par un diagramme de Venn, c'est-à-dire des ensembles dans des ensembles, soit vous le représentez par un graphe connexe non cyclique orienté. Je passe les détails avec lesquels... non, c'est quand même pas des détails. Pourquoi je passe pas ces détails ? Parce que ces figures-là, bleues, elles sont utilisées pour hiérarchiser à peu près tout et n'importe quoi. Là-haut, on hiérarchise des décisions. Alors, on vous pose les questions. Là, c'est un arbre décisionnel. Il y a des vertèbres ou il n'y a pas de vertèbres ? Il y a des vertèbres, vous allez à droite, à gauche. S'il n'y a pas de vertèbres, vous allez à droite. En fait, cette figure-là, il y a des présences et des absences d'attributs. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas une figure qui va fabriquer des ensembles. C'est une figure qui n'est là que pour vous orienter. C'est un jeu de pistes. C'est ce qu'on appelle une clé de détermination. Qui a déjà utilisé une clé de détermination ? Tout le monde ? Génial, voilà. Donc, une clé de détermination n'est pas une classification. Et je vais enfoncer le clou. Pour faire une clé de détermination, vous n'avez pas besoin de classification. Et ça, c'est un truc qu'il faut se mettre dans le crâne. La clé de détermination, elle ne raconte rien sur le monde. Elle n'est pas là pour expliquer le monde, elle est là pour que vous êtes pratique. Elle est purement pragmatique. Là-haut, on est pratique, on n'explique rien sur le monde. En bas, on n'est pas pratique et on explique le monde. Parce que le monde, il est compliqué, en fait. Moi, je vois souvent cette confusion qui traîne et qui consiste à dire hey, les systématiciens, vous nous embêtez, là, votre classification phylogénétique, quand je vais sur le terrain, elle n'est pas pratique.
À qui on a demandé à des chimistes de mettre que 10 éléments dans la table de Mendeleïev? Ah, plus de 10 éléments, j'arrive pas à les retenir, c'est pas pratique. Alors, le nombre d'objets stellaires, je te dis pas. Moi, j'en veux juste 12. Je veux les retenir. La contrainte d'être pratique ne doit pas reposer, évidemment, sur la dynamique de la découverte. Si le monde est compliqué, vous n'y pouvez rien. La classification phylogénétique, elle est forcément compliquée. Parce que les lignages des êtres vivants ne se sont pas produits au motif que nous devions les retenir. Donc évidemment, il faut savoir distinguer la complexité du monde quand on l'explique, et ce qu'on appelle la pédagogie secondairement, c'est-à-dire simplifier un monde réel qui est compliqué, le simplifier dans un but de faire passer de l'information. Donc cette requête qui est faite parfois à ce que les classifications soient pratiques n'est pas recevable. Vous ne pouvez pas partir du principe qu'une classification doit être pratique. Une classification est faite pour communiquer, je suis d'accord. Mais avant tout, elle doit communiquer la complexité du monde. Si vous voulez la simplifier, vous pouvez toujours la simplifier secondairement. C'est très facile de simplifier une classification. Je vous l'ai fait là. Je l'ai fait tout à l'heure. Où est-ce qu'il est mon truc? Ça c'est une classification hyper simplifiée. Vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les boîtes. Il y en a plein qui ne figurent pas là, des boîtes. Tiens, il n'y a pas les mollusques. Vous pouvez simplifier toujours, ça c'est pas le problème. Mais pour la pertinence des boîtes, vous ne pouvez pas prendre sur vos épaules la contrainte pragmatique. Donc en bas, on a mis des attributs positivement présents, parce que le but de la manip, c'était de faire des classes, et qu'on ne fait pas des classes sur des absences d'attributs. Sauf quand cette absence est une disparition secondaire. Mais du coup, ça devient un attribut historique. Bon, vous avez compris la différence entre l'utilisation d'un graphe non cyclique orienté, tantôt pour hiérarchiser des décisions, c'est-à-dire éventuellement des exclusions, tantôt pour hiérarchiser des attributs de manière à faire des ensembles. Le piège, il était là, c'est que la même figure mathématique bleue, ici, sert à faire les deux opérations. Ce qui fait dire à certains, ah, on est dans la classification, ici, regardez, il y a les invertébrés. En fait, ils sont dans une clé détermination qu'ils prennent pour une classification, du coup, ils remobilisent un vieux groupe qui date de Lamarck et que sont les invertébrés. La confusion, elle est générale. Voilà Ouest France, en 2013, Ouest France publie la classification des animaux. Alors ça, c'est un truc pour les gamins. C'est intitulé classification. Et quand vous regardez, en fait, c'est de la clé. Vertébrés. La peau, elle est couverte de poils, c'est des mammifères. La peau, elle n'a pas de poils, on va là. La peau, elle a des plumes, c'est un oiseau. La peau, elle n'a pas de plumes. La peau, elle est nue, c'est de l'amphibien. La peau, elle a des écailles. On est complètement dans une clé de détermination, là. Et c'est présenté comme de la classification. Donc il y a une confusion installée des opérations. Et il n'y a pas qu'en SVT, enfin il n'y a pas qu'en biologie. Hein. Si on regarde la classification des météorites, on rigole aussi. Hein. Avec Muriel, on a pas mal rigolé là-dessus. Bon, en fait, en SHS, en ethnologie et en anthropologie, on a les mêmes confusions. Que là, je ne vous parle pas de la biologie, je vous parle des logiciels avec lesquels on va essayer de mettre de l'ordre dans le monde. Hein. Donc ces confusions, elles sont installées partout. J'ai discuté pendant 2 heures avec l'anthropologue Alain Testard, le pauvre depuis décédé, mais parce que j'étais en train de critiquer sa classification des sociétés humaines, en lui disant « tu as fait des sacs poubelles, tu as fait des groupes négativement définis ». On en produit tout le temps, hein, des groupes négativement définis. Les arts premiers, tiens, Jacques Chirac nous parle d'arts premiers. Si vous dites qu'il y a des arts premiers, ça veut dire qu'il y a des seconds, sinon vous ne diriez pas qu'ils sont premiers. Les premiers sont marchepieds aux seconds, forcément, par définition. Les extraterrestres. Tiens, l'exobiologie. Les extraterrestres. Bah oui, voilà, vous avez compris, c'est comme les banlieusards. Hein. Les extraterrestres, c'est l'ensemble de ce qui n'est pas terrestre. Plus pernicieux, la world music. Vous avez entendu parler de world music, ça vous fait rire? Oui, c'est la musique des métèques. Hein. Les Rolling Stones et Mozart, c'est pas de la world music. La world music, c'est la musique des continents qui ne sont pas ceux de l'Europe occidentale. Alors, on l'appelle world, le world est un cache-sexe, ça vous l'avez compris. C'est pour ne pas dire c'est la musique des autres continents. Les Français issus de la diversité. Alors celle-là, je l'aime bien aussi. Bon, ces cache-sexes, qui sont des cache-sexes de groupes égocentrés, vous devez les repérer. Ils ont une indication, ils sont porteurs d'une information politique.
Si on essaye de catégoriser le monde en vertu de décrire ce que les groupes contiennent, on ne fait pas de groupe poubelle. Bon, je crois que vous avez compris, avec la world music et les invertébrés. Alors, quels sont les prérequis rationnels pour une catégorisation efficace? Si évidemment, votre but est de faire des sciences. Hein. Je le précise à chaque fois parce que je ne tiens pas spécialement à normer tout le logos sur le monde. Il y a bien des objectifs de la psyché humaine qui ne relèvent pas de l'explication rationnelle du monde réel. D'abord, il faudrait que votre classification scientifique soit riche en informations. Préférez toujours une hiérarchie par emboîtement à une hiérarchie par empilement. Alors, la hiérarchie par empilement produit des coupures. Ah bah tiens, je vous ai parlé des invertébrés, je vous ai parlé des arts premiers, de la world music, la banlieue, la province, on en a parlé, l'outre-mer et les extraterrestres, bah là on a ce qu'on appelle des sacs poubelles en fait. Alors, une hiérarchie par empilement, c'est un peu embêtant, c'est ce qu'on appelle une hiérarchie sous contrainte d'ordre. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous avez un début d'ensemble, ce début est positivement défini, mais la deuxième borne de l'ensemble est définie par rapport à une privation. Et donc quand vous avez une hiérarchie par empilement, vous avez forcément des sacs poubelles. La stratigraphie en est pleine. J'aurai un spécialiste ici qui pourra le confirmer. Je vais être humble, je vais parler des catégories que je vois en préhistoire. En préhistoire, on parle du paléolithique, du mésolithique et du néolithique. Le paléolithique, c'est l'apparition de la pierre taillée. Le mésolithique, c'est l'apparition de je ne sais plus quoi. Et le néolithique, on voit apparaître la guerre, par exemple, les pointes de flèches dans les cages thoraciques, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a toujours de la pierre taillée dans le néolithique? Ben oui. Alors dans ce cas-là, pourquoi le néolithique n'est pas dans le paléolithique? Le paléolithique se retrouve privé d'une partie de ce qu'il définit. Si c'est la pierre taillée qui définit le paléolithique, on devrait retrouver le néolithique dans le paléolithique. Donc cette mise en saucissonnage du temps fabrique des ensembles qu'on appelle incomplets. C'est-à-dire que vous avez défini votre ensemble par rapport à une propriété, mais néanmoins, vous laissez en dehors de l'ensemble des objets qui ont cette propriété. Et ça, c'est un défaut de cohérence rationnelle. Si on était dans une cohérence classificatoire maximale, vous mettriez, ça ne changerait rien. Ça ne changerait rien du point de vue de la réalité de ce que vous tentez de décrire. Mais ça serait plus cohérent de mettre le néolithique dans le mésolithique et le mésolithique dans le paléolithique, plutôt que de les mettre en emboîtement. Alors, je préférerais effectivement une hiérarchie par emboîtement plutôt qu'une hiérarchie par empilement. Alors, la hiérarchie par empilement, malheureusement, elle est culturellement installée depuis fort longtemps, depuis Aristote au moins. C'est la fameuse échelle des êtres, où on aime bien que les boîtes soient empilées les unes sur les autres, et là, c'est un marchepied pour aller au paradis terrestre. Cette figure ne date pas d'Aristote, hein, elle date du Moyen-Âge, mais elle illustre bien cette idée d'échelle qu'on voit chez Leibniz, qu'on voit chez Charles Bonnet, qu'on voit régulièrement dans toute l'histoire naturelle, où l'ensemble des êtres vivants sont des paliers successifs d'empilement de propriétés. Attention, on n'évolue pas d'un palier à l'autre, simplement quand vous êtes sur un palier, vous possédez les propriétés du dessous et vous n'avez pas les propriétés du dessus. Ici, on va au paradis en passant. Alors on a les minéraux, les plantes, les animaux, les hommes, et au-dessus des hommes, il y a un petit ange ici, et quand on arrive en haut, on va au paradis. C'est Charles Bonnet en 1745, c'est pas différent. On vous dit qu'au-dessus de l'homme, il y a les anges de cette échelle des êtres. Ne cherchez pas à ne cherchez pas vous-même à rationaliser cette échelle, c'est une échelle de valeur. L'exercice de rationalisation de cette échelle est vain. Le vivant se distribue selon des propriétés extrêmement variées. Vous avez besoin de lignes parallèles, néanmoins avec des souches communes, pour décrire le vivant. Pas une seule ligne. Vous échouerez toujours à rationaliser cette échelle. Les gens qui cherchent à le faire de force essayent de dire « Ah oui, mais quand même, l'homme il est en haut parce que c'est quand même pas les fourmis qui vont sur la Lune, hein. C'est quand même pas les fourmis qui peignent la Joconde. » Oui, d'accord, mais ce que disent les gens quand ils disent ça, c'est que vous avez pris un organe, un seul organe, c'est-à-dire le système nerveux central, et vous parlez des performances de ce système nerveux central. Et donc qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites que ranger sur un seul axe de performance la mesure de la performance du système nerveux central. Mais vous pourriez arbitrairement choisir, évidemment, un biologiste pourrait vous dire, mais prenez la course en milieu terrestre et vous mettez le guépard en haut, là. Enfin, c'est absurde de rationaliser cette échelle, c'est une échelle de valeur de toute façon.
Alors, autre perversion de la mise en boîte, ce qu'on appelle les silos. Alors ça, c'est la classification telle qu'on l'apprenait il n'y a encore pas longtemps à l'école élémentaire. C'est-à-dire que vous avez les mammifères. Alors ça, je l'ai vu distribué à des enseignants en Guyane. Une association écolo avait distribué des flyers aux enseignants de l'élémentaire et du collège. Ah, vous allez dans la forêt, voilà ce que vous allez trouver. C'était présenté comme de la classification. S'il y a des poils, il y a des mammifères. S'il y a des écailles, vous avez des reptiles. S'il y a des plumes, vous avez des oiseaux. Et s'il y a peau nue, vous avez des amphibiens. Ce qu'on appelle les silos, les silos séparés. Aucune propriété commune entre les boîtes, bien sûr. Et puis, les silos ne seront jamais efficaces pour décrire le vivant, parce qu'ils ont oublié, juste un exemple, hein, il y a un bug, c'est que les oiseaux, ils ont les écailles. Donc, qu'est-ce que vous faites avec les silos? Alors évidemment, alors le dimanche, quand vous mangez le poulet, c'est sûr, le boucher, il a coupé les pattes du poulet juste avant le tarsométatarse. Donc vous ne voyez pas que sur les tarsométatarses et les phalanges des poulets, il y a des écailles. Mais regardez n'importe quel piaf tout à l'heure dehors, regardez bien les pattes, vous verrez, les oiseaux ont des écailles kératinisées soudées. Donc écaille égale reptile, c'est incomplet. D'ailleurs, reptile est un groupe incomplet, tel qu'on le pratique dans la taxonomie classique. Reptilia, aujourd'hui, si vous regardez une classification phylogénétique, les oiseaux sont dedans. Les oiseaux sont des reptiles. Ils ont les écailles kératinisées soudées. On n'est pas dans des silos dans la classification d'aujourd'hui, d'accord? Donc les silos, évidemment, ne sont impropres à décrire la complexité du monde réel, à moins que vous vouliez faire des géométries de boîtes qui ne soient pas compatibles avec ce que vous cherchez à décrire. Alors la juxtaposition des silos, vous l'avez dans la table de Mendeleïev, par exemple. Ça peut être utile de temps en temps. La table de Mendeleïev, vous voyez, il y a des catégories qui sont faites ici. Et elles ne sont pas mutuellement inclusives, elles sont mutuellement exclusives. De temps en temps, ça peut servir. Pour la biologie, je viens de vous dire que c'était pas approprié, mais ça peut de temps en temps être approprié à certains des objectifs que vous cherchez à atteindre. Alors, je préférerais des hiérarchies par emboîtement plutôt qu'une hiérarchie par empilement ou plutôt que des silos. Parce que la hiérarchie par emboîtement, elle vous permet de faire plein de choses, en fait. Beaucoup plus de choses. Par contre, évidemment, alors oui, c'est ce qu'on fait avec ces figures-là. Bon là, je suis un peu à l'aise parce que c'est mon métier. Voilà un graphe connexe non cyclique orienté sur lequel j'ai mis des noms de groupes à chaque segment de branche. Et donc en fait, si vous mettez des noms de branche, vous avez des groupes dont les propriétés sont propices. C'est une hiérarchie par emboîtement là. Hein. Alors les groupes doivent être le plus possible cohérents entre eux. En fait, il ne faudrait pas que vous ayez de groupes partiellement chevauchants. Et ça, des groupes partiellement chevauchants, c'est ce qu'on appelle un défaut de cohérence. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme exemple de groupe partiellement chevauchant? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une UMR? J'en vois qui ricanent dans la salle, mais c'est les vieux qui ricanent, pas les jeunes. Une UMR, c'est unité mixte de recherche. Dans unité mixte de recherche, il y a mixte. C'est-à-dire que vous prenez un bout d'institution, vous le mettez dans une boîte, mais pas tout. Hein. Vous prenez un autre bout d'une autre institution, mais pas tout, et vous mettez dans la boîte. Et puis il y a une troisième institution, vous prenez un bout et vous mettez dans la boîte. Vous secouez, ça fait une UMR. Ben ça, c'est ce qu'on appelle de l'incohérence hiérarchique. Les étrangers ne comprennent rien à l'organisation du système de recherche français. Pourquoi, ni même les Français, pourquoi vous faites des instituts? Je ne suis pas gentil, là, si je suis filmé, mon financement CNRS va m'être retiré parce que j'aurais critiqué les UMR. Pourquoi est-ce que vous faites des instituts qui sont partiellement chevauchants avec d'autres instituts? Pour foutre la merde, il n'y a pas mieux. Dans une UMR, un mec qui n'est pas content de son chef, quand il a 50 chefs autour de lui, il n'est pas content du chef qu'il a là, bah il va aller voir le chef qu'il a là, ici, au niveau supérieur, voir le chef qu'il a là, ici. Si vous avez de l'incohérence hiérarchique, vous avez 5 chefs. Et je peux vous dire que les 5 chefs, ils s'engueulent entre eux. Donc forcément, si on veut un système hiérarchique un peu cohérent, on évite des groupes partiellement chevauchants. Hein. Et alors les groupes, au mieux, si on veut qu'ils soient cohérents, on va dire qu'au mieux, ils seront monothétiques. Qu'est-ce que ça veut dire monothétique? Ça veut dire qu'il doit y avoir au moins une propriété qui est partagée par tous les membres du groupe. Alors ça, c'est peut-être pas évident. Alors, en tout cas, on s'attendrait, si on attend que le groupe soit cohérent, on s'attendrait qu'il y ait au moins quand même une propriété partagée par tous les membres. Tous les oiseaux ont des plumes. Oiseau est un groupe monothétique. Bon.
la plupart des groupes de la classification zoologique, il y aura au moins un caractère qui sera partagé par tous les membres. Certains des caractères ne sont pas partagés par tous les membres, bien sûr. Tous les tétrapodes n'ont pas 4 membres. Vous devinez? Donnez-moi un tétrapode qui n'a pas de membres. Les serpents, oui, bien sûr. Mais il n'y a pas que les serpents, les gymnophiones, par exemple. Et puis il y a aussi les amphisbènes, et puis il y a aussi les orvets, et puis il y a aussi les pygopodidés. Et puis en fait, il y a toute une gamme de squamates qui n'ont pas de pattes. Enfin bref, laissons tomber. Vous avez effectivement des groupes qui sont monothétiques. Les tétrapodes sont monothétiques parce que ce n'est pas les pattes qui font d'eux un groupe monothétique, c'est l'atlas. C'est la première vertèbre cervicale modifiée. Vous avez de temps en temps des groupes polythétiques. Alors, polythétique, ça veut dire qu'en fait, il y a une marqueterie de caractères qui sont partagés par les membres du groupe, mais aucun caractère n'est partagé par tous les membres du groupe. Alors évidemment, ça, c'est un peu un défaut de cohérence aussi. On préférerait avoir des groupes, intellectuellement, ça nous satisfait mieux d'avoir des groupes monothétiques. Ah, autre problème majeur de catégorisation, c'est que le monde réel est compliqué, là, dehors, et il y a 1000 façons de le couper en morceaux. Comme je vous le disais ce matin, j'aurais pu vouloir faire des espèces avec la couleur. Je mets ensemble tout ce qui est jaune, tout ce qui est bleu, tout ce qui est vert. En fait, comme il y a 1000 façons de découper le monde là dehors, il faut qu'on soit d'accord entre nous sur celle des propriétés par laquelle vous allez, ou cette classe de propriétés par laquelle vous allez découper le monde. Ce qu'on appelle un cahier des charges. De quel grand type de propriété le monde là dehors va-t-il être découpé? Est-ce que par exemple je vais prendre des animaux et je vais les classer en vertu de ce qu'ils font? Est-ce que je vais prendre les animaux et je vais les classer en vertu de ce qu'ils ont? Est-ce que je vais prendre les animaux en vertu de là où ils habitent? Est-ce que je vais prendre les animaux en vertu de comment je les utilise? Sachez que dans l'histoire de la classification biologique, on s'est pris les pieds dans le tapis là-dedans, avec ça, parce que par exemple, avec Ernst Mayr, je reparle d'Ernst Mayr, théorie synthétique de l'évolution, on a voulu faire des classifications en poursuivant 2 lièvres à la fois. On va parler de ce qu'ils font et on va parler de ce qu'ils ont en même temps. Oui, mais le problème, c'est que le dauphin, il nage dans la mer. Qu'est-ce que vous faites du dauphin? Eh oui, le dauphin, il est problématique. Il a une seule mandibule. Enfin, pardon, il a un seul os dans la mandibule qu'on appelle l'os dentaire, comme tous les mammifères. Mais il fait des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que font la plupart des mammifères. Le dauphin passe le plus clair de son temps dans l'eau de mer, il nage. C'est un mammifère qui nage. Alors si vous le classez sur ce qu'ils font, vous le mettez avec les poissons. Et si vous le classez sur ce qu'ils ont, vous le mettez avec les mammifères. La mouche vole, le pigeon vole. Est-ce que j'ai fait un groupe en systématique des volants? Si je faisais un groupe des volants en vertu de ce qu'ils font, je mettrais les chauves-souris, les oiseaux et les mouches dans le même groupe. Bon, vous m'avez compris, ce que font les organismes et ce qu'ils ont ne se recoupent pas. Vous ne pouvez pas courir les 2 lièvres à la fois, tout en ayant une classification cohérente. Donc si vous voulez avoir une classification cohérente, il faudrait avoir un cahier des charges unique. Vous ne pouvez pas courir après 50 propriétés. Alors ça, l'adage, c'est qu'il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Et ça, alors nous, en systématique, on a été des champions du millefeuille dans le cahier des charges et classifications. On a voulu par moments parler de ce que les organismes ont, de ce qu'ils font, à travers ce qu'on appelle les sauts adaptatifs qu'ils ont fait dans l'histoire. Et ça a été compliqué. Qu'est-ce que vous voyez là? Un lapin. Il y a 1000 cahiers des charges par lesquels on peut appréhender le monde. Vous voyez un lapin, vous voyez quoi d'autre? Non mais vous êtes trop éduqués, allez. Personne dans la salle verra du gibier, mais dans le public, il y a des gens qui voient du gibier. Avec le daim et avec le sanglier. D'autres vont voir ici de la volaille. Le restaurateur met le lapin dans la volaille. Il faut que vous le sachiez. Vous mangez du lapin quand même. D'accord. Non mais en termes de palette gustative, au restaurant, ça c'est dans la volaille. Et un zoologiste verrait un mammifère ici. Alors vous voyez bien que les cahiers des charges ne se recoupent pas. Pour le zoologiste, évidemment, le lapin et le loup sont des mammifères, mais pour le restaurateur, le loup ne sera jamais de la volaille avec le lapin. Les cahiers des charges sont différents et il est normal que les groupes ne se recoupent pas les uns les autres. Donc si vous mélangez les cahiers des charges, vous allez faire des groupes incohérents qui vont trahir au moins l'un des cahiers des charges que vous aurez choisi. Donc évidemment, une science doit être consciente de son cahier des charges.
si elle veut catégoriser efficacement. Ça, je donne des exemples en biologie, mais ça va être vrai en minéralogie, ça va être vrai en ethnologie et même en économie d'ailleurs. Donc la question du cahier des charges est une question centrale des systèmes classificatoires en sciences. Alors pour ne reprendre que le cas des sciences naturelles, vous mettez une bébête dans une salle de classe et les gamins, mais même vous, enfin chaque adulte, se promène constamment avec au moins 3 cahiers des charges distincts, un cahier des charges utilitaire où certaines catégories vont être valides et pas d'autres, un cahier des charges écologique, en gros ce que les êtres vivants font, et un cahier des charges systématique, en gros ce que les êtres vivants ont. En gros. Alors, s'il y a des noms qui sont barrés, c'est que, évidemment, certaines catégories sont propres à remplir certains cahiers des charges, mais pas d'autres. En l'occurrence, il y a une classification phylogénétique en systématique aujourd'hui. On met ensemble des organismes parce qu'ils sont plus étroitement apparentés entre eux qu'ils ne le sont de ce qui n'est pas dans l'ensemble. Comment capte-t-on l'apparentement? Parce qu'ils ont et pas parce qu'ils font. C'est pour ça qu'on fait des classifications sur ce qu'ils ont en systématique. Mais en vertu de ça, personne n'a jamais dit qu'il fallait dire actinoptérygien chez le poissonnier. Parce qu'au moment où les classifications phylogénétiques sortaient, les contempteurs de la classification phylogénétique essayaient de la récuser en lui reprochant de ne pas être pratique. Et en disant, mais vous n'allez pas dire actinoptérygien chez le poissonnier, allez, un peu de sérieux, quoi. Personne n'a jamais dit qu'il fallait dire actinoptérygien chez le poissonnier. Ah oui, pour ceux qui me regardent avec des yeux ronds, actinoptérygien, ça veut dire poisson à nageoire rayonnée. Actinos, c'est le rayon, ptérygios, c'est la nageoire. Là-dedans, vous mettez les truites, les carpes et les maquereaux. Eh bien, chez le poissonnier, inutile de dire actinoptérygien, le cahier des charges n'est pas approprié. Il y a une palette gustative cohérente à ce qu'on appelle le poisson. D'ailleurs, on ne choisit pas n'importe quel vin avec un plat de poisson. C'est comme la volaille tout à l'heure. Hein. Donc, on conservera poisson chez le poissonnier, il n'y a pas de problème. Si on s'intéresse au cycle du CO2 à la surface du globe, le phytoplancton va être intéressant en tant que catégorie, puisqu'on met dans phytoplancton tous ces organismes pélagiques qui font de la photosynthèse. Mais sachez qu'en termes d'apparentement, le phytoplancton est absolument hétérogène. Donc tout dépend du cahier des charges que vous vous fixez, bien sûr. Alors le cahier des charges moderne en classification, là pour le coup en systématique, c'est-à-dire la science qui va régir les systèmes classificatoires en sciences naturelles, c'est l'apparentement, je l'ai déjà dit, le fameux Descent with Modification dont je parlais ce matin, de Charles Darwin. Je ne m'étends pas dessus. Simplement, il faut que vous ayez conscience que vous ne pouvez pas courir après, j'ai déjà dit, plusieurs cahiers des charges à la fois. Si vous prenez le saut écologico-adaptatif d'Ernst Mayr comme critère de classification, vous mettez d'un côté les oiseaux et de l'autre côté les reptiles. Ernst Mayr dit lui-même en 1974, nous n'aurions jamais fait les reptiles si les oiseaux n'avaient pas appris à voler. C'est en vertu du fait qu'il y a un saut adaptatif ici, dans la flèche rouge, symbolisé par la flèche rouge, entre d'un côté des reptiles et de l'autre côté des oiseaux, c'est parce qu'il y a un saut adaptatif que les reptiles sont restés des marchepieds de la classe des oiseaux. Ils n'ont pas appris à voler. Si vous faites une classification par apparentement, c'est la souche commune qui va faire le groupe, et non pas ce que font les organismes, ou ce qu'ils ne font pas d'ailleurs. Et ici, vous remarquerez qu'il y a une souche commune au crocodile et à l'oiseau, qui fait que si vous faites de la classification phylogénétique, vous faites d'un côté les archosaures et de l'autre les lépidosaures. En fait, il n'y a pas de reptiles, au sens mérien du terme, sauf à redéfinir le contenu des reptiles. Alors aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, c'est un peu compliqué, effectivement. En mettant les oiseaux dans les reptiles, on a fait des reptiles un groupe valide. Mais tel qu'il était défendu par Ernst Mayr en 1974, les reptiles ne sont pas valides aujourd'hui, parce qu'en fait, ils ne mettent pas ensemble des organismes étroitement apparentés. Le crocodile est plus apparenté aux oiseaux qui ne sont pas dans les reptiles qu'il ne l'est du lézard. Alors si vous voulez un caractère commun, ici, il y a la mandibule dans la fenêtre. Dans le prochain musée dans lequel vous irez, regardez un crâne de crocodile. Dans la mandibule, il y a une fenestration osseuse qui est un signe d'apparentement des archosaures entre eux, en fait. Ce saut adaptatif, en plus, c'est un artefact du registre fossile. Parce que s'il y a une époque où on avait l'impression qu'il n'y avait rien entre un croco et un piaf, aujourd'hui, je peux vous dire, entre les deux, ça s'est vachement rempli. Il y a tous les dinosaures théropodes. Il y a 2 ans, dans Science, c'était publié encore un dinosaure chinois de 9 mètres de long, couvert de plumes. Il ne volait pas le truc, les pattes étaient grandes comme ça. Les pattes avant, je parle.
Donc on sait que les plumes sont apparues bien avant le vol, qu'elles ont servi de couvert thermique et de parure, bien avant que de servir au vol. Il y a plein de dinosaures théropodes qui s'intercalent ici. Il n'y a plus tellement de trous apparents sous cette flèche ici. Donc ce que je suis en train de vous dire simplement, c'est que cette divergence ici, adaptative, vous ne pouvez pas courir après, en même temps que vous courez après l'apparentement. Vous voyez que les deux classifications, là, elles ne sont pas compatibles. D'un côté, le croco est dans les reptiles avec le lézard, dans la classification mérienne, où on essaye de parler de saut écologico-adaptatif, et de l'autre, le croco est avec l'oiseau dans les archosaures, si vous essayez de parler d'apparentement. Mais vous ne pouvez pas parler des deux. Votre classification, c'est comme les UMR, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, le problème qu'on a avec les classifications, c'est qu'en plus, à cette époque-là, on a confondu les propriétés des contenants et les propriétés des contenus. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez appris à l'école que les oiseaux descendent... Oups. Vous avez appris à l'école que les oiseaux descendent des reptiles. Mais un groupe ne descend pas d'un autre. Dans les programmes scolaires encore aujourd'hui, vous avez écrit les groupes évoluent, ils se succèdent, ils dérivent les uns des autres, ils se succèdent dans le temps. Les groupes, c'est nous qui les faisons. Alors depuis ce matin, on fait de la biologie nominaliste. Alors j'espère que vous avez compris que les groupes sont des conventions dans nos têtes et que dessus on pose une étiquette qu'on appelle un nom et que ce nom n'a de réel que dans nos têtes. Là dehors, il n'y a pas d'oiseaux, là. Il y a des individus qui portent des plumes. Et avec les plumes, moi j'ai fait un groupe conventionnel que je vais appeler les oiseaux. Il y a 10 503 espèces là-dedans. Elles ne se concertent pas pour faire ce qu'elles ont à faire dehors, là, les 10 503 espèces. Et même, si je vous ai dit que les espèces étaient des conventions, il y a des milliards d'individus à plumes là dehors qui ne se concertent pas nécessairement pour faire ce qu'ils ont à faire. Oiseau, c'est une boîte dans ma tête. C'est trivial, hein. Pachyderme a disparu, les rhinocéros n'ont pas disparu. Je vous répète, je ne fais que répéter ce que j'ai dit ce matin. Si on est nominaliste, les groupes ne descendent pas les uns des autres, ils s'emboîtent les uns dans les autres. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Quand on a dit avec Hans Mehr que les oiseaux descendent des reptiles, on a transféré sur le contenant des propriétés qui normalement sont des propriétés du contenu. Oui, les individus descendent les uns des autres. Ça oui. Dans le monde réel, là je peux le voir, je peux l'expérimenter. Les individus descendent les uns des autres, mais les groupes, eux, ne descendent pas des uns des autres. Donc les oiseaux ne descendent pas des reptiles, ils sont des reptiles. La véritable relation entre des contenants, ce sont des relations d'emboîtement. La relation du contenu, ce sont des relations d'engendrement. Les groupes ne s'engendrent pas les uns les autres. D'accord? Donc, si vous avez reconnu ça, vous faites de la biologie nominaliste, vous passez de l'essentialisme de Mehr au nominalisme des classifications phylogénétiques. Mais cette histoire-là, elle est récente. Vous n'imaginez pas le passage de la figure du haut à la figure du bas. Dans vos études supérieures, ce passage n'a lieu que dans le courant des années 80. Finalement, c'est pas très vieux. C'est quand même paradoxal. Darwin nous recommande en 1859 de classer selon la filiation, mais on n'y arrive vraiment qu'à partir des années 1960, un siècle après. Il y a une inertie énorme dans cette histoire. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a l'inertie? Parce que, en partie, les membres, des fondateurs de la théorie synthétique de l'évolution, Simpson, Mehr, Huxley, etc., ont voulu prendre les groupes comme déjà conçus dans la nature, dans une pensée linéenne, et ont cherché à faire de l'évolution avec l'inné. Enfin, je fais un résumé historique extrêmement violent là, mais il faut faire vite. On se comporte comme si les groupes étaient dans la nature, et donc on essaie de trouver les relations d'affinité entre les groupes. Regardez le traité de zoologie de Pierre-Paul Grasset, 20e siècle, deuxième moitié du 20e siècle. Regardez le traité de paléontologie de Pifto, deuxième moitié du 20e siècle. Vous verrez qu'on cherche des relations d'affinité entre des groupes déjà constitués, parce qu'on est évolutionniste. Mais on ne l'est pas complètement parce qu'on considère que les groupes font partie de la nature. Il y a un réalisme taxonomique chez Mehr qui fait que le groupe est déjà présent et on cherche les relations d'ancêtres à descendants entre les groupes. Parce que les groupes existent. Or, les groupes n'existent pas, ils sont dans nos têtes. Donc la vraie question, c'est de savoir qui est plus proche de qui sur des exemplaires et pas des groupes, des spécimens. Vous n'aurez jamais la totalité de la nature dans vos mains. Vous ne pouvez faire de la science qu'à partir d'un jeu de spécimens. Donc la vraie question empirique, c'est j'ai un jeu de spécimens, je cherche qui partage quoi avec qui, et je maximise la cohérence de qui partage quoi avec qui dans ces spécimens, non pas par des privations, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais par des partages objectifs. Les lignes bleues qui sont là en bas, eh bien elles montrent qui partage quoi avec qui. Ce qui partage quoi avec qui, j'en ai maximisé la cohérence par un algorithme
que je tairai pour l'instant. Je fais passer l'algorithme dans la moulinette, enfin dans ma tête en fait, de la théorie de l'évolution. Le qui partage quoi avec qui me raconte qui est apparenté à qui. Rappelez-vous tout à l'heure de la truffe, des poils et du pavillon aux oreilles, du chat et du chien. C'est exactement ça. Le qui partage quoi avec qui, passé dans la théorie de l'évolution, me donne du qui est apparenté à qui. Et c'est seulement après que les apparentements sont élaborés qu'on va fabriquer des groupes. Ça, c'est du nominalisme. Je ne sais pas si vous voyez le tremblement de terre là. Dans le mode de pensée du haut, première moitié du XXe siècle, jusque les années 70, les groupes préexistent, ils sont là avant, et on cherche leurs affinités après. En bas, les exemplaires, on cherche d'abord leurs affinités avant, et on fait les groupes après. Dans les labos, il n'y avait plus de dialogue possible. Il y avait un vrai divorce profond. D'ailleurs, comme en plus à ce changement de paradigme a correspondu une décroissance démographique des systématiciens dans le monde entier, dans tous les labos du monde, les labos de zoologie, de botanique et de paléontologie étaient divisés en cohortes de vieux cons et en cohortes de petits cons. Parce que quand il n'y a pas de génération pour faire le passage de flambeau, les anciens raisonnaient comme ça, impossibilité totale de dialogue avec les nouveaux qui, eux, raisonnaient comme ça. Et les nouveaux, ils venaient tout juste d'être recrutés, ils étaient tout jeunes. C'est un vrai changement de paradigme avec une vraie incommunicabilité entre les populations de chercheurs. Ce qui fait que cette classification dite phylogénétique n'est passée dans les programmes scolaires qu'à l'orée des années 2000. Ça n'a même pas 12 ans. Donc vous comprenez d'où on revient. Alors vous êtes... Bon, vous ça va là maintenant, c'est bon. En terminale, vous avez fait de la phylogénie, c'est bon, c'était déjà là. Mais je peux vous garantir que, même pas une décennie avant, il ne fallait même pas y penser. La Société française de systématique a fait une enquête en 2005 pour savoir quel est l'état de l'enseignement de la systématique en France. L'état est le suivant. Ça démarre d'abord dans les années 80, le passage là. Il démarre dans les années 80 au niveau du master. Enfin, ce qu'on appelait à l'époque les maîtrises et les DEA. Ensuite, dans les années 90, ça atteint le lycée en première et en terminale. Ça n'atteint pas la licence. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 15 ans, les lycéens ont appris une classification qu'ils ont dû désapprendre en arrivant dans les premières années de l'université. Pourquoi ? Parce que dans les amphis de premières années d'université, il n'y a pas de systématiciens. Ils ont disparu, ils n'ont plus été recrutés pendant 35 à 40 ans. Pour des raisons que je pourrais expliquer après si vous voulez. Ce qui fait que les cours de systématique dans les amphis de premières années de fac étaient donnés par des gens qui n'étaient pas des systématiciens. Ils venaient de la biologie cellulaire, ils venaient de la physiologie, ils venaient de l'écologie, de la parasitologie parfois. Et donc, quand ce n'est pas votre profession, vous prenez le bon vieux Grasset et vous enseignez la classification linéenne. Vous n'allez pas prendre sur vos épaules un changement de paradigme. Ce n'est pas votre profession. Le débat vous paraît absconce, vous n'êtes pas concerné par le débat. Ce qui fait qu'il y a eu des générations d'étudiants, pas tellement plus jeunes que moi, ou pas tellement plus vieux que moi non plus d'ailleurs, qui, dans des endroits en France en tout cas, qui n'étaient pas des endroits en pointe, ont eu des cours de zoologie complètement obsolètes. Moi j'ai vu, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais une fois mémorable à Perpignan, où je faisais une conférence sur les nouvelles classifications en systématique. Et il y a un maître de conf qui est venu les larmes aux yeux me voir après, il me dit mais comment ça se... Il était révolté, il disait mais comment ça se fait que ce que vous m'avez raconté là, on ne me l'ait jamais enseigné ? Il y a des, si vous couplez à ce changement de paradigme une décroissance démographique, eh bien vous avez ça comme résultat. Alors, la fameuse enquête dont je vous parlais, finalement, faisait le bilan qu'à ce moment-là, les derniers endroits de résistance, si vous voulez, les endroits d'arrière-garde, dans le cursus d'un étudiant, c'est les premières années après le bac. C'est-à-dire que les prépas pharma, les prépas véto, les écoles d'agronomie, les premières années de licence. Alors plus maintenant, c'est plus tellement vrai pour les premières années de licence généraliste. Mais à l'époque, les licences généralistes, en beaucoup d'endroits, enseignaient encore des classifications obsolètes. Que les étudiants devaient désapprendre ensuite dans le deuxième cycle, en fait. Bon allez, finissons sur cette histoire de... Donc le cahier des charges, c'est pas rien. Le changement de cahier des charges, c'est pas rien, c'est se mettre d'accord sur ce dont doit parler une classification. Pour terminer, il y a une cohérence dans les prérequis rationnels d'une classification. On s'attend quand même à avoir des groupes complets. Qu'est-ce qu'on appelle un groupe complet ? Eh bien, c'est une propriété rationnelle. Si vous faites un groupe
justifiée par une propriété commune à ses membres. Quelle serait la cohérence qui consisterait à laisser en dehors du groupe des entités qui ont cette propriété ? La moindre des logiques serait qu'il manque personne à l'appel. Vous avez fait un groupe sur une propriété, vous vous attendez quand même à ce qu'il manque personne, que tout ce qui a la propriété soit dans le groupe, ce qu'on appelle un groupe complet. Et ça, c'est une contrainte rationnelle. Le problème, c'est que parce que les cahiers des charges ont été multiples, on a fait des groupes incomplets. Tous les poissons ont un crâne. Oui, d'accord, ça ne souffre aucune exception. Tous les poissons ont un crâne. Mais le problème, c'est que vous avez laissé en dehors des poissons des bestioles à crâne. Historiquement, ce qu'on appelle les poissons, c'est le moment où le crâne apparaît. Mais vous avez laissé en dehors des poissons des machins qui ont des crânes. Donc le poisson n'est pas valide. Ce n'est pas un groupe complet. Pourquoi est-ce que vous avez laissé poisson dehors ? Ah, parce que justement, vous avez utilisé une logique de coupure. On va revenir à notre figure de tout à l'heure. Pourquoi il y a encore des poissons ? Là, vous mettez une truite, un dipneust et une vache. Eh bien, là, il y a une coupure, c'est la sortie des eaux. Les poissons sont des vertébrés qui ne sont pas sortis de l'eau. Alors, non seulement on classe sur ce qu'ils font et pas sur ce qu'ils ont, mais en plus, on classe sur ce qu'ils ne font pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une privation. Donc, poisson n'est pas valide, parce que c'est un groupe amputé. C'est comme les arbres premiers, c'est comme la province. Les poissons sont la province des tétrapodes. Les prokaryotes sont la province des eucaryotes. Les prosimiens sont la province des simiens. Méfiez-vous des groupes qui commencent par pro. Ce sont des groupes qui ne sont plus valides dans les classifications modernes. Les achondrites, bon allez, on m'a compris. Les groupes qui commencent par A, méfiez-vous aussi. A, c'est une privation en fait. Les achondrites, ce sont les météorites sans chondre. Bon. Donc la contrainte rationnelle d'une classification, c'est de faire des groupes complets autant que possible. C'est-à-dire, vous ne laissez pas en dehors du groupe les propriétés qui pourtant définissent ou justifient le groupe. Cherchez à voir comment les gens font des catégories sur le web. Évidemment, alors vous allez me dire, c'est pas un scoop. Tout le monde sait qu'à propos de n'importe quel sujet sur le web, on trouve tout et n'importe quoi. D'accord, ok. Mais ce que je trouve comme pratique de la catégorisation chez des scientifiques qui ont comme volonté de catégoriser dans des papiers scientifiques sur le web, c'est pas le fait que ce soit sur le web, c'est que ce soit des papiers publiés. Et je suis évidemment forcé de constater que ce que je dis là, c'est pas inutile, quoi. Même si c'est évident pour moi, c'est pas inutile parce que vous trouvez des pratiques aberrantes sur le web. Alors, les systématiciens le rappellent tout le temps. Si vous utilisez des graphes pour faire des classifications, il faut que vos graphes soient orientés. Sinon, vous risquez de faire un groupe incomplet. Alors, allons-y. Les pratiques courantes de catégorisation sont hétérogènes en sciences. On trouve... Alors, vous voyez les lignes noires, là. C'est ce qu'on appelle un graphe connexe non cyclique. Alors, évidemment, là, il n'est pas orienté, et là, il est orienté. Si vous partez d'un graphe connexe non cyclique orienté, qui montre des relations entre A, B, C, D, E, s'il est orienté, vous pouvez faire des groupes complets à partir de chaque point de jonction. Le groupe qui est là, A et B, est forgé à partir des propriétés communes à A et à B. Il manque personne à l'appel. Ici, j'ai fait un groupe sur la propriété commune à ABC. Il manque personne à l'appel. C ne se retrouve pas en dehors du groupe, A non plus. Et puis là, j'ai fait un groupe sur D et E. Bref, là, vous pouvez faire une série de groupes complets. Vous passez d'un graphe connexe non cyclique à un diagramme de Venn en faisant des groupes complets si votre graphe connexe non cyclique est orienté, c'est-à-dire s'il y a ce qu'on appelle une racine ici, un début. Le problème qu'on voit sur le web, c'est qu'il y a plein de gens qui font ce qu'ils appellent des réseaux, c'est-à-dire ils font des graphes qui n'ont pas de racine, et ils font des groupes là-dessus. Alors, pour vous en donner la démonstration par l'absurde, là j'ai mis en couleur la totalité des groupes possibles que vous pouvez faire sur un tel graphe, lorsqu'il n'est pas orienté. Évidemment, ces groupes sont mutuellement incompatibles. Ici, par exemple, CBA n'est pas compatible avec CDE. C'est comme mon crocodile tout à l'heure qui d'un côté se retrouve avec l'oiseau et de l'autre il se retrouve avec le lézard. Donc il faut faire un choix. Mais ce choix ne peut être fait qu'à partir d'une racine, si vous voulez faire des groupes complets. Je dis bien si vous voulez faire des groupes complets. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les papiers ? On trouve ça par exemple. Voilà, peu importe les objets qu'on a mis en relation, ce sont des haplotypes mitochondriaux, peu importe, laissez tomber, peu importe l'objet. On a une série d'objets reliés entre eux. Et voilà la catégorisation que les auteurs font sur cette série d'objets. Ces deux groupes ne sont pas légitimes, parce qu'ils sont amputés d'une partie de leur descendance.
si la racine est dite ici. En fait, comme il n'y a pas de racine, les gens ont fait des groupes sans se poser la question de savoir combien de groupes je pouvais faire sur une telle figure. Les seuls groupes légitimes sur cette figure sont des groupes mutuellement emboîtés. Donc, les groupes barrés sont les groupes illégitimes, les groupes en couleur sont les groupes légitimes. Voilà ce qu'on trouve, des graphes non orientés avec des ensembles dessus. Si je mets la racine ici, le groupe violet est incomplet. Alors, si je prends du vocabulaire phylogénétique, je fais forcément un groupe paraphylétique. Ça, c'est pour utiliser, pour ceux qui savent, du vocabulaire spécialisé en systématique. Je fais un groupe paraphylétique. Alors là, on a catégorisé les concepts philosophiques. Et là, c'est pareil. Vous avez des liens entre les objets, vous avez des catégories symbolisées par les carrés marrons, et vous avez des lignes qui sortent des catégories. Donc, votre catégorie est forcément incomplète parce que la propriété qu'elle avait à son origine et que tous ses membres sont censés posséder continue à se pérenniser en dehors du groupe. Donc, vous avez ce qu'on appelle un groupe incomplet. Alors ça c'est des choses qui me hérissent dans les papiers. Alors là, on a ce qu'on appelle un split network. Peu importe, hein, c'est un réseau. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas faire de catégorie a posteriori. Encore une fois, je ne dis pas, si la personne, par ses couleurs, ne cherche qu'à spécifier des groupes conçus dans un autre registre a priori, et simplement pour le situer, effectivement, on peut situer un groupe conçu a priori sur de telles figures. Mais si la figure a une volonté catégorisante par elle-même, vous ne pouvez pas faire un groupe sur un truc qui n'est pas raciné, quoi. Parce que vous risquez de faire un groupe incomplet. Donc c'est de la biologie médicale, c'est pas de la biologie évolutionniste. Et encore quand je dis ça, je ne suis pas gentil parce que la biologie médicale est en train de devenir darwinienne aussi. Donc, alors évidemment, quand vous prenez trois entités comme celle-là, vous pouvez faire trois groupes mutuellement incompatibles. Vous avez B avec A, C avec A ou B avec C. Et pour décider, vous avez besoin d'un quatrième larron qui est ce qu'on appelle la racine précisément. Donc Z par définition, c'est un postulat. C'est le point de référence extérieur qui vous fixe la racine dont vous avez besoin si cette figure est destinée ultimement à faire des catégories. Il se peut que ce ne soit pas le cas, bien sûr. Mais si vous utilisez ces figures hiérarchiques pour faire des catégories, vous avez besoin d'un point de départ. Sinon, vous risquez de faire des groupes incomplets. Donc ça, ce sont les trois solutions possibles entre A et B, C, il n'y en a pas plus, hein, et vous avez besoin d'un référent extérieur. Les procédures qui sont utilisées sont généralisables. Ce sont des procédures où vos entités A, B et C, vous cherchez lesquelles sont les plus proches entre elles du point de vue de ce qu'elles partagent. Soit avec B, soit C avec A, soit B avec C. Et puis vous avez ce qu'on appelle les propriétés ou les attributs. Et ces attributs, vous les codez, mais ça fonctionne pour comparer des langues, ça fonctionne pour comparer des voies métaboliques, ça fonctionne pour comparer des musiques, ça fonctionne pour comparer des objets de l'industrie humaine. On peut faire ça avec des poteries, on peut faire ça avec des instruments de musique. Évidemment, on peut comparer des caractères, des organes des espèces, bien sûr. On peut comparer de l'ADN. Ces procédures de mise en cohérence hiérarchique sont utilisées dans une vaste gamme. Alors, aujourd'hui, c'est une grande mode dans les études dites d'anthropologie culturelle. En anthropologie culturelle, de plus en plus de procédures de mise en cohérence des caractères culturels par graphes connexes, donc cycliques orientés, se généralisent. Ces procédures se généralisent donc. Donc les propriétés, vous les codez, et vous cherchez celle des trois solutions qui maximisent la cohérence des symboles codés, c'est-à-dire vous cherchez celle des trois figures qui maximise la contiguïté des états identiques. Vous maximisez, en fait c'est la cohérence que vous maximisez, hein, c'est-à-dire que vous maximisez la proximité, vous choisissez la figure pour laquelle, par les branches, les états identiques qui sont en situation contiguë est maximale. Alors, cette situation, j'ai parlé de cohérence, ça rejoint la parcimonie en fait. Ce matin, on se disait que la fonction de parcimonie était une fonction de cohérence. Plus c'est incohérent, plus il y a besoin de mettre d'hypothèses surnuméraires non documentées, moins c'est cohérent, plus il y a besoin d'ajouter d'hypothèses. Ici,
ici, j'ai maximisé la contiguïté des états identiques parce que j'ai 7 occurrences de caractères. Pourquoi est-ce que je choisis cette solution-là? Parce que c'est la solution qui, en ayant minimisé le nombre de changements de 0 vers 1 ou de 1 vers 0, aura maximisé en même temps le nombre de caractères communs à ceux des deux dont je trouve qu'ils sont les plus proches. En fait, c'est une procédure de mise en cohérence hiérarchique. Alors, dans les études culturelles, aujourd'hui, c'est assez énorme. On utilise ces procédures-là pour mesurer la quantité d'arboricité qu'on trouve dans les données. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de cadre théorique, on se dit soit la culture diffuse, et dans ce cas-là, on n'attend pas de cohérence hiérarchique, soit la culture s'hérite, et on attend de la cohérence hiérarchique dans les données, et on est en situation de mesurer, grâce à des indices mathématiques, la quantité de cohérence hiérarchique qu'on trouve dans les données culturelles. C'est comme ça qu'on a découvert récemment que la musique, par exemple, dans les populations, dans une vaste gamme de populations humaines du Gabon, la musique s'hérite beaucoup plus qu'elle ne diffuse horizontalement, grâce à des indices de cohérence hiérarchique, justement. Donc c'est vous donner une petite image de la puissance de ces méthodes de hiérarchisation, dont on peut faire ensuite des classifications. Donc, encore une fois, on est parti de la classification. Je vous ai montré 2-3 outils là, qui montrent en quoi la classification peut se nourrir d'outils mathématisés pour faire des classes mutuellement cohérentes. Mais ces outils peuvent très bien, ces mêmes outils peuvent très bien ne pas chercher nécessairement à faire des classes. Vous pouvez les utiliser pour mesurer l'arboricité des données, quoi. Donc ça c'est extrêmement riche en réalité. Voilà sur la catégorisation. Donc on a le principal message, il consistait à donner les propriétés. Donc ça c'est le message, c'est vous ne pouvez pas faire des catégories sur des graphes qui ne sont pas orientés. Ok. Le principal message, c'est les prérequis rationnels pour une catégorisation scientifique qui soit efficace. Je résume, richesse en information, préférer une hiérarchie par emboîtement plutôt qu'une hiérarchie par empilement ou plutôt que des silos. Faire des groupes cohérents entre eux, éviter les partages, les chevauchements partiels. Rappelez-vous des UMR. Au mieux, vos groupes, ça serait bien qu'ils soient monothétiques. Il faut que le but que vous poursuiviez soit un but épuré, le plus épuré possible, ce qu'on appellerait un cahier des charges unique. Vous pouvez pas, le monde est trop compliqué, vous ne pouvez pas courir 5 lièvres à la fois, ou alors vous n'en attrapez aucun. C'est ce qu'on a fait en systématique. Entre 1859 et 1960, on n'a attrapé aucun lièvre en fait. Ni l'écologie, ni l'affiliation. Et puis les groupes complets, bah oui, pourquoi laisser en dehors du groupe des entités qui ont les propriétés qui justifient le groupe? Alors c'est pas la peine de faire le groupe dans ce cas-là. On a codé sous forme de 0,1 des motifs d'idées différentes s'agissant de l'arbre de la vie. Vous prenez les différentes formes entre 1550 et aujourd'hui, vous prenez les différents arbres qui ont été publiés pour décrire le déploiement de la vie. Et là, on est donc sur une figure et on a codé des figures. C'est-à-dire qu'en fait, on a codé la signification que l'auteur donne à sa figure. Et donc on a, là il y a 41 œuvres, enfin 41 sortes d'arbres. Alors c'est là qu'on découvre que l'arbre publié, pour donner un exemple simple, l'arbre publié par Darwin est assez proche de l'arbre publié par Hennig, assez proche lui-même de l'arbre publié par Sauber et Tassi. Voilà, c'est groupe frère de l'ensemble Darwin plus Hennig plus Sauber. Donc vous pouvez catégoriser des idées aussi. Donc là, sur les nœuds des arbres, on a créé des catégories en histoire des sciences. Parce qu'en histoire des sciences, quand vous dites que les naturalistes sont lamarckiens, sont darwiniens, sont évolutionnistes, sont fixistes, vous avez fait des catégories déjà. Mais jamais les historiens des sciences n'ont formalisé leurs catégories avec des propriétés clairement énoncées et dont la genèse a été formalisée. Et donc l'application de ces procédures à des idées en histoire des sciences consiste à apparenter la pensée avec des procédures mathématiques. Donc en fait, vous pouvez catégoriser ce que vous voulez, à condition évidemment que le codage 0,1 que vous faites dans la matrice de départ fasse du sens par rapport à la discipline dans laquelle vous êtes. Évidemment, comme disent les Américains, vous faites entrer de la dans un ordinateur, il en sortira de la shit in, shit out, ils disent. C'est sûr que si vous avez codé des absurdités, le résultat il va être absurde. Donc, le clou de l'affaire quand même, c'est d'être pertinent quand vous codez le même symbole. Là ici pour deux auteurs, si vous codez ce même symbole, c'est que vous êtes sûr que les idées se ressemblent. C'est la question dont on traite dans ce bouquin, d'ailleurs, apparenter la pensée.
C'est-à-dire, en fait, la question est de savoir, est-ce qu'on peut coder des motifs idéaux au cours de l'histoire des sciences? Est-ce qu'on peut coder dans une matrice et faire des arbres avec des homologies d'idées, quoi? C'est-à-dire, en fait, jusqu'à quel point deux idées émises par deux auteurs à deux moments différents ou au même moment, est-ce que c'est la même idée ou pas? Ben là, dans ce bouquin, il y a des philosophes qui traitent de la question, de savoir jusqu'où on peut aller. Voilà, merci.